Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième numéro Equinox Soir depuis la capitale Yaoundé. Equinox Soir, c'est 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Germaine Abiba Aïdjo, l'ancienne première dame, s'est éteinte la nuit dernière à l'hôpital principal de Dakar où elle vivait à l'âge de 89 ans. Elle décède 32 ans après celui qu'elle avait épousé en seconde noces en 1957. Elle va passer 22 ans aux côtés de Amadou Aïdjo en tant que première dame du pays. Germaine Abiba Aïdjo, c'est 38 années d'exil, dont 32 passées à lutter pour le retour de la dépouille de son défunt époux dans sa ville natale, Garoua, au nord Cameroun. Véritable pompe de discorde entre le régime de Yaoundé et la famille du président Aïdjo pour le pouvoir. Dès lors que le prédécesseur du président Biya avait été réhabilité, le retour de sa dépouille au Cameroun dépendait exclusivement de sa famille biologique. Du côté de la famille Aïdjo, Germaine Abiba laissait entendre jusqu'à sa mort qu'elle rentrerait à deux conditions. Premièrement, avec la certitude que son mari serait enterré avec les honneurs dus à un ancien chef de l'État. Deuxièmement, que son passeport camerounais lui soit restitué. En guise d'apaisement, le régime Biya va montrer quelques bonnes intentions depuis la brouille entre les deux hommes après le putsch manqué du 6 avril 1984. Le président de la République a depuis confié des responsabilités de son administration à deux enfants Aïdjo. Badjika comme ambassadeur itinérant et Aminatou Aïdjo, président du conseil d'administration du palais de congrès de Yaoundé. Celle dont l'état de santé s'est dégradé ces derniers jours n'aura pas vu son vœu être exaucé, c'est-à-dire voir Amadou Aïdjo, son époux, quitter définitivement le cimetière musulman de Yoff à Dakar au Sénégal pour le nord du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala par Cédric Nouffelé. On revient à Yaoundé pour deuxième partie qui n'en soit. Ce sera le temps du débrief. Germaine Abiba Aïdjo, morte à Dakar. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Abdoulaye Ado. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Serge, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je salue les copanélistes. Je veux même dire bonne année à mes copanélistes parce qu'il faut dire que sur ton plateau, ça a quand même daté. Ouais, vous êtes là aujourd'hui. Voilà, vous êtes membre du comité exécutif de l'ANDP, Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Effectivement, c'est que les autres appellent le bureau politique. Et également, je suis en charge comme secrétaire national de la communication de l'ANDP. Voilà. À côté de vous, c'est Samuel Ngamo, un habitué lorsque nous sommes à Yaoundé. Samuel Ngamo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, et merci de l'invitation. Vous êtes inspecteur pédagogique régional à la retraite de sciences de la vie et de la terre, oui. Anciennement sciences naturelles, anciennement biologie, c'est ça? Enseignement. Ça a tellement changé. Oui, vous avez un coup de gueule ce soir? Mais avant le coup de gueule, permettez-moi, comme nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une grande dame, oui. Je voudrais également rendre hommage à une dame qui est heureusement encore vivante, que j'ai rencontrée pendant mon parcours professionnel. Je l'ai connue comme enseignante de français, ensuite comme inspecteur pédagogique, ensuite comme chef d'établissement et finalement comme inspecteur général des enseignants. Oui. J'ai nommé Madame Poudingolé. Poudingolé, membre du conseil régional pour le littoral. Evelyne Poudingolé. Où elle est vice-présidente. Voilà. Donc bonsoir à Dr Evelyne Poudingolé. Bien, voilà. Merci. Maintenant que j'ai rendu hommage à cette grande dame également, oui. Une grosse calibre des enseignements au Cameroun, permettez-moi, puisqu'on parle d'enseignement, nous y sommes, d'observer ce qui se passe un peu à Mona Télé. J'observe dans la semaine que Monsieur le préfet a pris une décision pour harmoniser une redistribution de travail dans son département. Et suite à cette décision, le ministre a réagi, le ministre des enseignements secondaires, pour remettre les pendules à l'heure.
Lorsque j'ai observé cela, je me suis dit, voilà un bel exemple de la décentralisation fortement centralisée à Yaoundé. Fortement centralisée à Yaoundé. Dans les textes, nous parlons de la décentralisation, mais sur le terrain, on observe qu'il y a toujours un va-et-vient entre le pouvoir central et les régions. Les élus. Et les régions. Déjà que le préfet, en intervenant, un préfet qu'il connaît très bien, très expérimenté, a certainement utilisé certains arguments juridiques qu'il a en termes de missions conférées au préfet. Mais comme notre arsenal juridique est toujours en retard, il y a on prend des textes aujourd'hui qui viennent s'amoncer sur les textes anciens et on n'essaie pas de bien toujours réguler. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion des lycées, des collèges et lycées revient au conseil régional. Et de ce fait, je ne vois pas ce que le préfet, lui aussi, il venait faire dans cette gestion. Je ne vois pas ce qu'il venait faire. Mais le connaissant, je pense très bien qu'il voulait résoudre des problèmes ponctuels et réels qui existent. Okay. Donc c'est pour interpeller le conseil régional de véritablement se mettre au travail et prendre en charge ces missions. On ne les sent pas bouger. Prendre en charge ces missions, parmi lesquelles une mission noble qui est celle de la gestion des établissements, des collèges et lycées. Ok. Merci. À côté de vous, oui. Permets-moi quand même, parce que sans être délégué par le ministère des Enseignements secondaires, je suis... C'est pas le débat, hein? Oui, c'est pas le débat, mais il faut apporter une précision. Oui, rapidement, on va présenter le troisième invité. Le sous-directeur du contentieux au MINESEC. Oui. Voilà. Il faut quand même dire que ce que le ministre a fait, parce que pendant une période, je crois qu'il y avait eu une sorte de délégation des affectations au niveau des régions. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez de l'école, on vous envoyait dans une région. Et en collaboration avec le délégué régional et le gouverneur, on procédait donc au déploiement en fonction des besoins. Mais il faut dire que cette possibilité-là a été ramenée au niveau du ministère et que depuis pratiquement 3 ans, les déploiements, même au niveau des établissements, ça se fait à partir du ministère des Enseignements secondaires. Donc le préfet a certes, le gouverneur a certes des possibilités de, je vais dire quoi, surveiller un certain nombre de choses concernant les administrations. Mais ce que madame a fait, elle est dans son régalien, mais on ne sait jamais, avec l'évolution, comme la décentralisation est là, on pourra donc, à travers des textes qui seront pris, permettre peut-être les gens du terrain de pouvoir essayer de faire un certain nombre de compétences. Merci. Comme on dit souvent, vous ne pouviez pas laisser passer ça sur le plateau. Dans tous les cas, on allait vous taper sur le plateau. Comment vous avez laissé passer ça? Sûrement pas, mais il faut éclairer parce que vous savez que en éclairant, nous tous on gagne. Merci. Bonsoir, docteur Fridelinke. Bonsoir, oui, merci. Je sors du les philosophes, ils sont patients. Hein? Oui, non, tout à fait. Je sors de 4 heures de cours d'affilée et j'ai voulu rendre hommage à cette grande dame. Oui. Nous sommes très tristes de cette disparition-là. C'est un moment important de notre histoire qui est en train de tourner. Oui. Et ça augure de beaucoup de choses dans la façon dont on voit le pouvoir se déployer sur le terrain. Parce que, voyez-vous, tout en rendant hommage et en exprimant cette incompréhension sur les conditions dans lesquelles ces monuments de notre histoire disparaissent. Docteur Nké, permettez donc qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Germaine Abiba Idjo, c'est 32 années d'exil, 38 ans d'exil, 32 années de lutte pour le retour de la dépouille de son mari. Et des informations font croire que demain, elle sera inhumée à Dakar. Est-ce que ce n'est pas un autre problème? Non, ici... Et la dépouille du président Idjo et la dépouille de son épouse. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé.
Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour amener les deux avec l'ancien président. Je crois que c'est davantage motivé par des raisons pas très rationnelles, en fait pas des éléments pas très rationnels, parce que ce qu'on explique, il n'y a pas de raison valable à ce qu'un mort soit dangereux, sauf dans une approche mystique et autres, où on voit que le retour d'un corps... Des gens pensent que le président Ahidjo est dangereux? Oui, parce que dans ce genre de dispositions, je ne sais pas, ésotériques et autres, on peut s'imaginer plein de choses. Parce que la force d'un pouvoir, ce n'est pas nécessairement ce déploiement rationnel, c'est tout l'ensemble des dispositifs infra-étatiques qui gouvernent même les décisions. Et cette mort m'inspire deux choses principalement, en dehors des autres. Première chose, c'est que quand on voit un pouvoir se déployer, il faut comprendre que Jacques Rancière, un théoricien français, a dit qu'en fait, le politique, c'est par principe l'esthétique. L'esthétique, dans un pouvoir, c'est incarné parfois par la femme, par la première dame. Vous voyez, toute la finesse de cette dame-là, cette personnalité dense, cette vision, elle a une certaine vision du Cameroun qui a impacté beaucoup l'action de son mari. Ça peut être interprété de diverses manières et apprécié de diverses manières. Donc, la force du président Ahidjo, c'est aussi la force que lui a donnée cette dame. Oui. Cette dame, vraiment, avec sa vision, avec sa lucidité, avec cette capacité d'analyse et de résister à certains aléas. Alors, quand on voit un pouvoir se déployer, c'est la première observation qu'on fait. La deuxième observation, c'est que les conditions dans lesquelles elle meurt, les conditions dans lesquelles son mari meurt, interpellent la façon dont nous sommes gouvernés, la façon dont ce pouvoir organise la succession, organise l'histoire qui veut demeurer comme son action. On a beau critiquer, on a beau condamner, le fait est là. Ahidjo, Madame Ahidjo, probablement ne retournera pas ici au pays avant la fin de ce régime. C'est très vraisemblable. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les questions ne se limitent pas. On voit, ça se concrétise. Elle a demandé un ensemble de choses. On a choisi de donner autre chose. Ça veut dire qu'en réalité, on est comme d'habitude, on divise. On est allé jusqu'à diviser cette famille. Et on ne peut pas l'observer et le mettre en évidence pour dire qu'un gouvernement qui passe le temps à diviser les familles, à distiller une certaine habitude dans les pratiques, dans le cœur des citoyens, doit se rendre compte qu'à terme, ça peut se retourner contre eux. Et rien ne garantit que les gens auront la paix. Vous parlez de diviser. La nomination de Badjika Ahidjo et Aminatou Ahidjo, pour vous, c'est diviser la famille? Parce que ce n'est pas un signe d'apaisement, comme je l'ai dit. Non, ce n'est pas ce que la famille Ahidjo demandait. Oui. La veuve demandait clairement deux choses. Vous avez rappelé les choses. Il faut qu'on rende son mari, qu'on lui rende les honneurs dus à un ancien chef de l'État. C'est si difficile de remettre le passeport à quelqu'un. C'est si difficile de ramener le corps. Est-ce que le corps agit? Est-ce que le corps... Oui, certainement, dans certaines logiques. Alors, c'est ma lecture que j'ai fait des décisions prises par le régime de Paul Biya. C'est-à-dire qu'on a demandé deux choses, les honneurs rendus. On avait quand même déjà demandé la réhabilitation, ça a été fait. Oui, et on dit merci au président de la République qui avait compris que ça ne servait à rien. Mais le président dit donc que, bon voilà, on a réhabilité, c'est à vous, à la famille de s'organiser. Non, on ne dirait pas ça quand on est chef d'État. On ne dirait pas que mon prédécesseur, quelles que soient les conditions dans lesquelles il y a eu les séparations, c'est lui qui lui a quand même donné le pouvoir. Oui. Donc le reste, on ne fait pas de leçons au président de la République, il a ses choix. Mais on ne doit pas nous imposer ces choix comme les choix normatifs. Les choix normatifs ici, c'est que il est mort, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a ces gens qui sont dans le coup d'État, qui sont les ministres maintenant. Ouais. Alors, pourquoi ne pas faire venir un corps? Ce n'est qu'un corps. Alors, on comprend comme donc le principe même de l'utilisation qu'on fait donc de la mort, du corps d'un ancien président, peut donc permettre de lire les intentions même de ce régime. Et les intentions ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on s'attendrait à un régime qui veut vraiment pacifier, qui veut vraiment le développement, qui veut vraiment l'entente, et comme il chante tout le temps, le bien-être et la cohésion sociale. Il s'agit ici, dans ce qu'on a vu,
c'est de récupérer quelques éléments de la famille pour pouvoir donc justifier le statu quo. Ça, c'est le fait. Ça, c'est justifier l'inertie. Ok. Abdoulaye Yado, Oui. je l'ai dit, des informations font état de ce que Germaine Abiba sera inhumée demain à Dakar aussi, comme son mari. C'est D'accord. un autre problème? Pour moi, en tant que je veux décliner, c'est-à-dire mon argumentaire sur 3 angles. Oui. En tant que juriste, le corps même d'un chef d'État appartient exclusivement à sa famille. Ça n'appartient pas au pays, ça n'appartient à personne d'autre qu'à sa famille, Oui. qui peut en disposer comme elle entend. Et s'il a une dernière volonté, on peut maintenant essayer de tenir compte de la dernière volonté du décours. Ça, c'est d'un. De deux, en tant que musulman, un musulman... Une petite parenthèse, hein, le corps du Idriss Déby Itno sera remis à sa famille vendredi à midi. Voilà. Après l'organisation cérémonie officielle. Voilà. Midi, Donc, vendredi, l'hommage on va remettre à la officiel, famille. on remet à la famille parce que c'est la propriété exclusive de la famille. Même un président de la République. En tant que musulman, tout musulman peut être enterré partout où il meurt. Un musulman qui meurt en Chine, on peut l'enterrer là-bas sans problème. Même s'il est chef d'État. Quel que soit ce qu'il est, en tant que chef d'État peut-être, Voilà. il y a Parce que certaines le cas diligences, Idio, il est quand même chef de l'État. certaines diligences peut-être qu'on peut faire. Oui. Mais un musulman qui meurt quelque part, il peut être enterré là-bas sans problème. Il faut que ce soit dans un carré musulman. Effectivement. Voilà. Ça, c'est deux. Le 3, maintenant, en tant qu'homme politique, le nom du président Ahidjo est chargé de symboles. Vous savez qu'en politique, on peut, parce qu'on est des hommes politiques, soit revendiquer parce que ça peut créer beaucoup d'émotions, soit récupérer si on est au pouvoir et faire un certain nombre de choses parce que ça peut également essayer d'adoucir un certain nombre de choses. Mon parti, l'ANDP, depuis 1996, à chaque congrès ou chaque convention nationale, on a toujours pris une résolution pour le retour des restes du président Ahidjo. Depuis 1996. Donc on a au minimum 4 résolutions demandant le retour de son corps. Donc, Votre leader est à côté du président. Il est à la présidence de la République. Est-ce que cette proximité-là, rien ne bouge véritablement? Bon, la proximité, c'est dans le cadre administratif. Oui. Mais c'est également un leader politique qui prend donc des résolutions à l'occasion des congrès ou des conventions, des résolutions nommément demandant le retour des restes du président Amadou Ahidjo. Donc sur le plan politique, ça a beaucoup de vigueur, beaucoup de courage et c'est clair, c'est transparent. Donc de mon point de vue, par rapport à ce qui s'est passé, il faut donc tenir compte des 3 arguments juridiques, islamiques et politiques que j'ai évoqués pour avoir une position fixe. Samuel Ngamo, je vous vois avec les attributs traditionnels là. Vous êtes attaché à la tradition. Quelqu'un du rang du président Ahidjo qui est toujours depuis 32 ans à l'extérieur. Cette bataille-là, son épouse a mené la bataille. Elle est partie elle aussi, sans avoir vu ce vœu-là s'exaucer. Quelle lecture vous faites de cette situation, des restes du président Ahidjo? Serge Alain, je dois vous dire vraiment que je suis très embarrassé. Parce que ce que M. Ado dit, sur le plan juridique, on ne peut pas discuter. On ne se discute pas. Vu sur un angle religieux, également, on ne doit pas discuter. Nous ne discutons pas des religions, des dogmes religieux. Le problème, c'est au niveau politique. Au niveau politique, il y a beaucoup de questions sans réponse. Un pays se construit à partir de ses valeurs. Et ces valeurs sont formalisées par des modèles. Si dans un pays comme le Cameroun,
on peut considérer qu'un ancien chef d'État est un vulgaire individu qu'on doit abandonner à sa famille. Je me dis qu'il y a un problème. Lorsqu'on a atteint un certain niveau, ou bien un niveau certain dans l'administration, on n'appartient plus à sa famille. On dépasse le cadre de la famille. Sinon, pourquoi on décréterait des obsèques officielles pour certaines autres personnalités? Donc, vraiment, je dis, je ne comprends pas. Ce qui peut justifier. J'ai l'impression qu'il y a un malheur qui pèse sur le Cameroun. Et tant que nous n'allons pas nous réunir pour, comme on dit au village, laver la figure, laver ce malheur. Voilà, le président Ahidjo, il est mort dans les circonstances que nous connaissons, il est enterré à Dakar. Je dois nous rappeler que le président Moumié est mort dans les circonstances atroces, il a été enterré à Dakar. Conakry. À Conakry, tu vois en Afrique de l'Ouest, à Conakry. Et sa dépouille, sa tombe a même été vandalisée. Voilà maintenant la première épouse du premier chef de l'État. Une dame que j'ai connue, pas personnellement, je l'ai connue comme tous les Camerounais. Comme disait Dr Nké, d'une élégance parfaite. On a senti en elle une dame très proche de son mari. Et elle a incarné, elle a suscité des vocations. Parce qu'elle était un modèle du genre féminin pour ces cadets que sont nos épouses, nos sœurs. Voilà aujourd'hui, on va nous dire que, bon, elle appartient également à sa famille, on doit l'enterrer comme la religion musulmane le veut. Mais il y a un principe américain, tout à l'heure vous avez observé, qui s'est habillé comme un notable, je dois vous dire que c'est notable à la cour royale de Bangou. Et nous ne fonctionnons pas seulement avec les dogmes européens, nous avons nos traditions africaines sur lesquelles nous comptons pour fonctionner. Il y a un proverbe de chez moi qui dit qu'on n'enterre pas un enfant dehors et l'autre dedans. Qu'on n'enterre pas un enfant dehors et l'autre dedans. Si nous comprenons, heureux ceux qui ont compris ce que j'ai dit. Ok. Docteur Nké, oui. Je voulais dire quelque chose par rapport à cela. Moi, je suis un peu gêné quand j'entends des justifications. Et rien ne justifie cela. Il n'y a pas de justification. Et on a beau chercher à justifier, ça ne justifie pas. En fait, le rapport que nous avons avec la mort, parce que le pouvoir, c'est pour éduquer aussi le peuple. Parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir qui n'a pas pris conscience que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque un événement de cette envergure... À partir du moment où le président Ahidjo a été réhabilité, qu'est-ce qui bloque encore? Alors, au-delà de ça, c'est-à-dire que des événements comme cela, c'est-à-dire que la mort d'un président hors de son pays et tout ce que cela implique, c'est une nouvelle conscience de soi qu'on doit construire par rapport au rapport à la létalité, à la mort. C'est-à-dire une nouvelle prise de conscience des responsabilités publiques. Parce qu'en réalité, je vous ai dit tout à l'heure que le politique, c'est quelque chose de, par principe d'esthétique de beau. Tous les gens qui vont trouver le prétexte pour dire que non, Machiavel dit qu'il faut dominer les autres, il faut tuer, ainsi de suite. Non, le principe c'est de l'ordre. Lorsqu'on met de l'ordre, lorsqu'on assainit l'espace public, on doit en fait cultiver une sorte de rationalité qui impacte sur l'imaginaire des citoyens, sur les usages des citoyens, sur ses propres conditionnements même du pouvoir. Parce qu'en réalité, le beau tel qu'incarne la première femme, la première dame, ça a un impact pour, comme disent les philosophes, pour perquisitionner le cœur du souverain, pour qu'il retrouve son humanité en fait. Lorsque dans un pays, dans un régime comme celui-ci, on ne sent pas le cœur du monarque, le cœur du souverain, c'est un problème parce que on se rend compte qu'on est dans une sorte de barbarie qui ne dit pas son nom. Parce que c'est pour conjurer l'effet de l'inhumain que pourrait distiller le pouvoir, c'est-à-dire que cette force brute qu'on pourrait aussi mobiliser parallèlement à cette esthétique, à cette capacité de faire luire le beau
Parce que, vous voyez, toute la parade militaire, les obsèques officielles, c'est le beau qu'on macule, qu'on impose à la conscience nationale comme quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Parce que gouverner, c'est être bien. Et quand on dit gouverner, et on me dit que c'est les gens qui boivent du sang, c'est les gens qui voient les cadavres, ça ne leur dit rien, c'est les gens qui entretiennent l'industrie du cadavre, comme ça se fait dans le nord, l'ouest, le sud. Parce que cette mort, elle est pacifique, mais il y a des morts qui sont entretenues à dessein. Parce que les gens préparent une succession, parce que les gens s'organisent déjà pour placer leurs pions sur l'échiquier. Donc on va au-delà même de la question du retour et au-delà surtout des considérations basses de la religion. En fait, sinon nous sommes déjà au niveau de l'État. L'État est laïque. L'État s'impose comme une exemplarité, en fait, pour le dire tout droit. Donc elle doit conjurer toutes les aspirations instinctives, des petites passions, des petites rancunes, des petites rancœurs, et tous ces petits dispositifs où l'intérêt de certains groupuscules, sous le prétexte, on me dira que les émotions, ne sais pas, c'est un truc sensible, c'est toujours des prétextes pour persévérer dans la bêtise politique. Et c'est ça que nous devons faire observer ici. Nous disons que dans le cas d'espèce, parfois dans nos familles, lorsqu'un malheur frappe une famille, notre grande famille Cameroun, le pouvoir qui a la responsabilité, le président de la République qu'on a élu, c'est-à-dire qui nous représente tous, pas tous ces gens-là qui sont autour de lui là, qu'on ne connaît pas, qui impose un diktat à la conscience nationale. Il doit se retrouver avec nous tous, dans une communion, dans une synergie, et méditer. Où est le recueillement? On ne sait déjà pas encore recueilli. On a nos martyrs qui sont morts, on ne sait pas recueillir. On a juste une propension hégémonique de quelques groupuscules, de quelques égos surdimensionnés qui s'imposent à la conscience nationale et qui irritent les citoyens au point où rien ne nous garantit, au point où ils entretiennent une guerre permanente, une guerre de chacun contre tous, de tous contre chacun. Et c'est ça, c'est pourquoi on a banalisé la mort. Et cette banalisation de la mort fait en sorte que toutes les valeurs qui devaient incarner la République, notre République, paix, travail, patrie, sont aussi bafouées. Parce qu'il n'y a pas une exemplarité du point de vue du pouvoir en place pour instruire, pour susciter du beau dans le regard des gens. Parce que gouverner, c'est imposer une démarche critique qui va faire en sorte que... Parce que le développement, ce n'est pas juste un ordonnancement officiel. Nous, on sera émergent en 2035. Si vous ne pouvez pas déjà enterrer les gens dans les normes, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez même pas une perception du développement. Une perception du développement qui s'impose parce que on induit les citoyens, en fait, je ne dirais pas un gros mot comme formater. On formate les citoyens à ce qu'ils aient un regard, qui se braque le regard sur ce qui est bien. Regardez comment la morale publique est à terre. C'est-à-dire que les gens font n'importe quoi, déjà même au niveau des citoyens. Parce que le citoyen, il ne suit que l'exemplarité qui vient du haut. En fait, le chef n'a pas une boussole. Alors nous tous aussi, on est en brousse. C'est ça le problème. La boussole ici, c'est quoi? C'est nous retrouver, faire une sorte de recueillement des obsèques officielles obligatoirement. Mais ça ne sera pas fait. On va perdurer dans la fuite en avant parce qu'on sait qu'on est sûr, on est trop fort. Parce qu'il y a des idéologues aussi. Vous voyez, ces attitudes-là sont justifiées par une pensée, puis par un déraisonnement. Parce qu'on me dit vraiment, non, un chef d'État n'appartient pas à sa famille. C'est donc ça la logique. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est un chef d'État. On ne peut pas laisser passer les choses comme ça. Un chef d'État, c'est l'expression de l'intérêt général, de la volonté de tous. Donc il ne s'appartient même plus. C'est pourquoi certains qui sont au pouvoir là, ils doivent aller, ils volent, ils pillent, ils vont faire des choses dans leur village parce qu'ils se disent qu'ils appartiennent à leur village. Lorsqu'on arrive à ce niveau, des ministres par exemple, des directeurs, des grandes par exemple, on ne s'appartient plus. On n'est pas là pour s'occuper à placer ses enfants. Okay. On doit travailler pour le bien commun. Et c'est important qu'on le rappelle. Des événements comme ceci peuvent être dans un pays normal l'occasion de s'amender. Mais j'espère qu'ils vont avoir le... Voilà, Abdoulaye Ado, Amadou Ahidjo, condamné à mort par contumace après les événements de 84, réhabilité par la suite. Mais Germaine Abiba Ahidjo, dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique, fait savoir qu'elle n'avait toujours pas son passeport camerounais. Elle se déplaçait avec le passeport diplomatique sénégalais. Comment comprendre que jusqu'à sa mort, elle n'est toujours pas ce papier-là qui faisait d'elle une Camerounaise à part entière?
Bon, honnêtement, ne connaissant pas le dossier, je ne sais pas ce qui n'a pas pu marcher pour que ce soit comme ça. Je dis, une société a des règles. Une société est organisée. Je prends les grandes démocraties, je prends la France. Valéry Giscard d'Estaing, il a été enterré comment et où? Il était président français parce qu'il avait dit, et sa famille a voulu que ce soit comme ça. C'est dans la stricte intimité familiale. Je ne suis même pas sûr qu'il a reçu les hommages de chef d'État français. Quand Mitterrand est décédé, le président Mitterrand, il a eu les hommages, mais on l'a restitué à la famille. Le président Chirac, c'est la même chose. Je crois que c'est eux qui ont apporté la République avec la Révolution. Donc, on ne peut pas mieux dire que ces gens-là. Ça, c'est d'un. De deux, il y avait eu une rumeur qui a couru sur la mort de Mme Germaine Aïdjo il y a quelques mois. Oui. Moi, je vous ai donné la position de mon parti qui a réitéré depuis 1996 son souhait de voir le retour des restes du président Aïdjo. Moi, personnellement, quand j'avais appris le décès de Mme Germaine Aïdjo, il y a quelques mois, j'ai pris une position publique où j'ai demandé que tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour qu'elle rentre, qu'ils aident cette dame à venir dans le pays de ses ancêtres, son souhait même, parce qu'elle est de Mokolo, à l'extrême nord. Mais en même temps, on disait qu'elle ne peut pas laisser son époux au cimetière Par exemple, musulman de Yoff. Voilà, je suis en train de Elle dire... ne peut pas venir au Cameroun laissant son époux derrière. Donc, son souhait même, parce que derrière elle, sa maman est décédée à Mokolo, son fils qu'elle a eu, pas avec le président Aïdjo, Toufik, est également décédé. Elle n'a pas pu être là. Mais il y a un dilemme. Vous l'avez relevé. Monsieur Mohamedou Badjika Aïdjo est collaborateur du chef de l'État. Il est issu c'est le fils du président Aïdjo. Aminatou Aïdjo, elle est là, elle est revenue, elle travaille avec ce régime. Toutes les positions publiques que j'ai suivies des responsables du régime, ils ont dit que pour eux, il s'agit d'un problème purement familial. Ça, plusieurs l'ont dit, que ce soit dans le RDPC, et là je cite M. Grégoire Ouona, que ce soit au niveau même des ministres de la République, ils disent que c'est une question purement familiale. Dans quelle mesure on va donc savoir, si on ne connaît pas le dossier, que ce régime fasse tellement du mal qu'on admet les enfants d'Aïdjo qui collaborent, qui travaillent avec le régime, mais le corps qui en réalité est inoffensif, que ce soit comme ça. Donc peut-être... Une affaire familiale, c'est-à-dire quoi? Que le reste du président Aïdjo entre Ayagarwa comme ça, c'est ça une affaire familiale, que la famille a trouvé un espace où mettre ces restes-là? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on entend par une affaire familiale? Je me dis, parce que je n'ai pas tous les éléments pour dire de manière irréfutable que c'est ça, je me dis qu'ils se sont dit que dès lors que la famille va décider du jour, du moment, l'État du Cameroun va mettre à la disposition de cette famille-là toutes les commodités nécessaires pour venir inhumer le président Aïdjo dans toute la dignité de son rang. Bon, peut-être jusqu'au décès de Mme Germaine Aïdjo, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et c'est avec un regret, parce que qu'on n'aime pas le président Aïdjo, le président Biya lui-même, il sait qu'il a reçu le pouvoir des mains du président Aïdjo, qui pouvait, à la dernière minute, modifier la constitution, ou même
à la dernière minute, le limogé et désigner un autre Premier ministre qui pourrait assurer l'intérim. Donc, de mon point de vue, moi, je crois que je dis que ce qui s'est fait, ça touche. Mais, pour moi, tout ce qui s'est fait pour l'instant, ça reste dans le cadre des lois, des règlements, des traditions religieuses de M. Ahidjo et de Mme Germaine Ahidjo. Samuel. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que notre Abdoulaye dit. En réalité, quand je me prononce ainsi, ce n'est pas du point de vue strictement politique. Parce que si on reste du point de vue strictement politique, je vais même demander qu'on ne ramène pas son corps. Ouais. Non, il faut bien, nous soyons clairs parce que il faut être cohérent dans ce que... Il faut que les gens me comprennent bien, que les spectateurs me comprennent bien. Le président Ahidjo n'a pas fait que du bien dans ce pays. Ouais. Il a été insupportable même parfois par rapport à certaines tragédies, à certains crimes énormes. Je ne suis pas sûr que s'il faut comptabiliser ce qu'il a fait contre ce pays par rapport au régime actuel, il gagnerait sur Paul Biya. Mais ce n'est pas ça le problème. Je me situer du point de vue vraiment de la morale et de la prospective. Parce que notre rôle, c'est de rappeler ces fondamentaux avec la conscience quand même que nous avons, la conscience de soi et comme je l'ai dit, la conscience des responsabilités qui nous incombent. Quelles sont les leçons que nous laissons aux générations qui viennent? Quel est l'héritage du président Biya par rapport à certaines situations critiques comme celle-là? Parce qu'il y a une situation critique où effectivement on se rend compte que notre prédécesseur n'a pas été exemplaire d'un certain point, du point de vue des droits de l'homme, du point de vue du mentorat. Parce que si on considère que c'est le mentor du président Paul Biya, ce n'est pas comme ça qu'on gère un dauphin. Bon, il faut rentrer dans la lucidité. Mais il faut quitter, lorsqu'on a dit cela, il faut quitter ce pan. Mais il faut quand même le dire, parce qu'on a eu tous ces massacres que nous avons eu dans ce pays-là, c'est à cause du président Ahmadou Ahidjo et de sa complicité avec la France. Et le néocolonialisme a été très fort ici à cause du président Ahmadou Ahidjo. Mais quand on a dit cela, on doit rappeler quand même que non. Arriver à ce niveau, on ne peut pas discuter avec un cadavre. Il a fait ce qu'il a pu, on doit avancer. On ne peut pas avancer en entretenant ces frustrations, ces manœuvres sordides et purement aussi criminelles. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je comprends certaines positions, mais avançons quand même. Et on ne peut pas avancer avec ces cadavres dans le coffre. Oui. Ok. Samuel Ngamo, il a dit également à Abdoulaye Ado, pour lui, le gouvernement attend seulement que la famille dise que bon voilà, on aimerait telle date pour que tout se mette en branle, selon Abdoulaye Ado. Oui, j'ai suivi comme vous, ce que disait mon copanéliste, M. Abdo. Je vais réagir tout de suite en commençant par le contexte. Oui. Il a pris pour référence deux chefs d'État français. Oui. Trois même, qui ont demandé que s'ils meurent, c'est leur demande. Je voudrais, même la politique doit être contextualisée. Le mort pour l'Africain n'a pas la même signification que le mort pour l'Européen. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Et effectivement, ils ne sont pas morts. Donc, vous n'avez qu'à voir, même dans nos propres familles, vous apprenez que quelqu'un est malade, vous traînez les pas, allez lui rendre visite. Mais dès qu'on vous dit que la personne est décédée, à la même seconde, vous arrêtez toute affaire cessante, vous mobilisez tout ce que vous avez comme énergie pour aller au deuil. Regardez même les morgues en Occident. Les morgues sont construites pour recevoir 15, 20 personnes. Mais on a essayé cette situation en Afrique. On se rend compte tout de suite que nous ne sommes pas la morgue chez nous, c'est un autre lieu. C'est la foule, hein, le lever de corps chez nous. C'est pour cela, lorsqu'on intègre tout cela, on comprend que on ne peut pas, lorsqu'on se met à parler du cas Ahidjo, évoquer les cas Mitterrand, Giscard et autres. Nous avons en Afrique une autre façon de gérer nos morts. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui,
notre président, son Excellence Paul Biya, il est au pouvoir, nous ne souhaitons pas sa mort. Mais ce qui est sûr, sa mort va arriver. Je ne sais pas si je partirai avant lui. S'il part là, demain, avant moi, je ne voudrais pas entendre qu'on me dise que c'est sa famille qui doit gérer ce deuil. Personnellement, je mobiliserai les gens de mon village, les groupes de danse. Même si on doit s'arrêter seulement en Bamayo et faire le deuil, nous arrêtons là-bas, on va faire le deuil, on va rentrer, on va retourner. Parce que tant que l'Africain n'a pas fait, tant qu'il n'a pas opéré ses choix, il n'a pas fait le deuil comme on dit, il y a toujours une voile. Donc vous voulez nous faire comprendre que le Cameroun n'a pas fait le deuil du président Ahidjo? Absolument. Jusqu'ici. Pas seulement du président Ahidjo. Tous nos martyrs. Tous nos martyrs. Les NS Wangé. Ils sont nombreux. Nous n'avons pas encore fait le deuil de tous nos martyrs. Et tant qu'on ne fera pas le deuil de ce martyr, nous allons évoluer un peu comme la danse Bafia. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et lorsque vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière, au lieu d'avancer, vous reculez. Vous reculez. Donc je reviens dans le cas Ahidjo pour dire, quel que soit le bilan qu'on peut faire de ses actions politiques, il a été chef d'État dans ce pays. Et même lorsqu'on regarde ce bilan, il a beaucoup plus de circonstances atténuantes que de circonstances aggravantes. Parce que si on compare un peu son régime à celui d'aujourd'hui, et permettez de vous dire que, alors qu'aujourd'hui, on a des circonstances aggravantes, le régime d'Ahidjo a commis certes des gaffes, mais a beaucoup de circonstances atténuantes. Or, lorsque la mort arrive, vous les juristes, vous dites que la mort arrête tout procès. Donc même en termes de procès, la mort arrête le procès. Et maintenant, on regarde le symbole. On regarde quelle information la mort nous donne. Et on doit travailler maintenant. Tout à l'heure, dans ma prise de parole, je l'ai dit. Lorsque nous ne valorisons pas nos valeurs, jusqu'à banaliser ce que peut dire un président de la République, vous voyez jusqu'à quel niveau? Et après, on se plaint que les jeunes sont en déperdition, ils n'ont pas de repères, Justement, sans repères, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Vous voulez aujourd'hui, là, on a banalisé la fonction de chef d'État. Un chef d'État, on le ramène, il appartient à sa famille. Comment pensez-vous que la jeunesse puisse avoir des repères? Chaque jeunesse a des piliers sur lesquels elle s'accroche pour avancer. Donc c'est pour ça que je dis, Serge-Alain, faisons très attention. Très attention parce que le président Ahidjo, comme tous les présidents qui sont passés et qui arriveront, n'appartiennent plus à leur famille. Ils sont dans ce qu'on appelle le patrimoine de la nation. Voilà. Et la nation doit se comporter vraiment en responsable lorsque l'un d'eux arrive à disparaître. Abdoulaye Yado, avec la disparition de l'ex-première dame, comme je vous ai dit, est-ce que ça fait 2 problèmes? Ça peut pousser les autorités à revoir ce dossier, on va l'appeler comme ça, ce dossier du rapatriement des restes du président Ahidjo. Je crois qu'il faut avec donc... le décès de Germaine Abiba Ahidjo. Je crois que c'est aux enfants de Ahidjo maintenant, puisque la maman n'est plus là, c'est à eux maintenant de prendre les initiatives. Il y a certaines de ces filles qui sont avec elle à Dakar. Oui. Je peux me tromper, je crois, il y a une qu'on appelle, je ne sais pas si Babette, dans tous les cas, il avait 3 grandes filles, voilà. Et également, il y a Aminatou Ahidjo, qui est l'enfant biologique de Germain. C'est vrai que Mohamedou Badjika Ahidjo n'est pas l'enfant de Germain. Voilà. Donc, cette famille-là peut donc, aujourd'hui, décider de continuer le combat de Germaine Ahidjo, feu Germaine Ahidjo, en demandant maintenant, non plus le rapatriement des restes de M. Ahidjo, mais des restes de M. Ahidjo et
Feu Germaine Ahidjo également. Je crois que le Cameroun, c'est vrai qu'il y a du cynisme parfois en politique. Mais de mon point de vue, je me dis que si les enfants de Feu Ahidjo sont en train de collaborer avec ce régime, si c'est une attitude du régime qui fait dans le cynisme politique, il faut donc maintenant pousser le régime à bout pour qu'on voit si effectivement le problème vient des membres de la famille ou du régime en place. Là, chacun pourra maintenant trancher s'il réitère la volonté de ramener les corps ou les restes des corps ici au pays. Voilà, Fridolin Doctenke, est-ce que cette disparition peut augurer d'une nouvelle façon de voir les rapports entre la famille Ahidjo et le régime de Yaoundé? En réalité, moi, je ne voulais pas dire ce gros mot que mon co-panéliste vient de prononcer. Effectivement, nous sommes en plein cynisme. Quand il disait tout à l'heure, il a semblé ne pas acquiescer, mais il revient à ce que j'ai dit au départ. C'est que fondamentalement, déjà, il y a beaucoup de cynisme. Et c'est de bonne guerre, hein, je vous le dis. Nous sommes en politique politicienne, en politique tropicale. Des gens s'autorisent. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut envisager cela à une autre dimension. La situation, excusez-moi de le dire, la situation du président Ahidjo et Mme Germaine Ahidjo, c'est un épiphénomène par rapport à tout le travail de réparation de l'humain qui s'impose dans ce régime. Il faut qu'on remette l'humain au centre et la morale publique au centre des préoccupations. Et la morale publique passe par la prise en compte de certaines valeurs, et je le dis et je le répète, d'une perception que nous avons même de nos dirigeants. Parce que quand on parlait ici que la politique est essentiellement esthétique, c'est-à-dire expression du beau, le beau, ce n'est pas ce qu'on dit là. Parce que quand il parle du cynisme, le cynisme, c'est avoir du plaisir à faire souffrir autrui. Vraiment par cynisme, quand on dit par cynisme, c'est que tu as le plaisir de faire souffrir autrui, parce que tu as développé un mauvais goût. Et c'est ça. Il faut que les gens au pouvoir développent du bon goût. Et le bon goût s'oppose à cette désarticulation de l'humain. Parce qu'ils sont en train de désarticuler les gens, les familles, le vivre ensemble, qu'ils prêchent pourtant formellement, mais ils sont en train de désarticuler l'homme. Et ce gramme-là fait plaisir, prospère et est rentable surtout. Donc le cynisme est couplé à la cupidité et plus que ça, à une sorte d'abaissement systématique des populations. Et on ne peut pas le voir, c'est même pas parce qu'ils vont faire revenir le corps que ça va résoudre le problème. Bien pas parce qu'ils vont faire en sorte que la famille prenne les responsabilités. Non, la famille n'a pas de responsabilité à prendre. Eux-mêmes le savent. Ils doivent prendre leurs responsabilités qui ne rentrent pas dans le dilatoire. Fondamentalement, ils doivent réparer cette cité. Voilà, on va s'arrêter là, on va revenir après le journal parce qu'on nous fait des grands signes. La famille n'a pas de responsabilité à prendre, c'est ce qu'on retient de cette première partie. Madame, monsieur, on se retrouve après le 20h de série Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Abdoulaye Ado, Samuel Gamo et le docteur Fridolin Kay. Docteur Fridolin Kay, la nouvelle est tombée en mi-journée, il faut le dire comme ça. Le président Idriss Déby Itno est mort des suites des blessures qu'il a reçues au front. Ça, c'est l'information que nous avons reçue en journée. Lorsqu'on sait que hier, la commission électorale a donné le verdict final qui faisait de lui le président élu au terme du scrutin d'avril dernier. Idriss Déby Itno, élu, il ne va pas entamer son 6e mandat à la tête de la République du Tchad. Bon, lorsqu'il y a des morts, il y a toujours à s'incliner devant les cadavres en mémoire de ce qu'ils ont fait. Vous savez, l'homme n'est jamais méchant totalement, ni bon parfaitement. Dans le cas d'espèce, moi je ne sais pas pourquoi il est mort. Il combattait quoi? Il luttait pour quoi? Est-ce que c'était pour la liberté? Est-ce que c'était pour le beau? Est-ce que c'était pour la justice sociale? Il est mort comme ça, pourquoi? Un soldat. Bon, c'était un soldat. En réalité, mon interrogation, c'est pour
dire qu'on doit mourir pour une cause juste. On a des très bons rapports avec le Tchad. Il nous a appuyé, notamment le président Idriss Déby, nous a appuyé lorsqu'il y a eu Boko Haram. Ça a été une intervention magistrale et on lui doit beaucoup, les Camerounais. Les Tchadiens, ouais. On doit beaucoup aux Tchadiens. Par rapport, avant même la question du Boko Haram, on avait déjà des liens économiques très forts avec le pipeline et tout le reste, donc on a des liens quand même assez étroits. Mais alors, mon interpellation ici repose sur le fait que vous avez vu les images vraiment insoutenables de la campagne électorale lorsque des gens de la garde présidentielle ont fait irruption dans la maison d'un opposant, le challenger direct du président Idriss Déby, du maréchal, parce que c'est pas le président, c'est le maréchal, parce qu'il aimait ce gros titre. Ils ont littéralement arrosé tout le monde. Et vous voyez tout ce qui se dit là. On a la version officielle, les versions officieuses arrivent. Ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe parce que fondamentalement, on ne dirait pas qu'il est mort pour l'amour de son peuple. On ne dirait pas qu'il est mort pour la paix, la sécurité, l'ordre républicain dont on parle. Parce que il est mort pour son pouvoir. Il est mort pour ses intérêts, quoi. Pour les intérêts d'un groupuscule, pour les intérêts d'une frange de la population qui accapare tout, qui menace tout le monde, qui, comme ici aussi, les gens sont là, ils disent qu'ils combattent ils défendent le peuple, mais ils sont en train d'accaparer l'essentiel des énergies. Vous avez suivi tout à l'heure l'homélie des hommes de Dieu. Eux-mêmes sont complices, hein, mais quand même, de temps en temps, ils se ravivent et ils redeviennent un peu lucides. Ils ont ils ont dénoncé effectivement cette corruption qui gangrène les circuits du pouvoir. Ils ont mis en contexte cette injustice systématique qui crée non seulement des frictions, mais une rancœur terrible dans les populations, parmi les populations. Et on a vu comment, dans quelles conditions on a organisé l'élection présidentielle. Vous voyez, tout cet ensemble d'éléments concourt à entretenir les divisions, à entretenir les frustrations, à entretenir la violence et à installer la haine entre les populations. Donc le pouvoir est totalement, la fonction gouvernementale, la fonction présidentielle est totalement dévoyée pour des besoins proprement instinctifs de survie du pouvoir. Donc ce monsieur qui meurt là, il meurt pour rien. Ce monsieur, quoique charismatique, quoique un ami des Camerounais, meurt dans des conditions floues, remplacé par un enfant, par son fils, comme tous rêvent, ce dont tous rêvent, même celui qui peut être dans les environs, peut aussi rêver que son gouvernement... Vous dites... celui qui gouverne le Cameroun, celui qui gouverne le Cameroun actuellement. Vous dites celui qui est où? Dans les environs de l'Afrique centrale. Okay. Bon, l'Afrique centrale. Bon, en fait, je comprends votre inquiétude parce que nous sommes en plein dans l'alternance au Cameroun. Et le mouvement franquiste dont on parle là dehors, excusez-moi d'extrapoler, hein, ils sont en train de s'organiser pour laisser le pouvoir au fils du président, qui ne dit rien. Parce que le président n'a rien dit. Il ne sait pas s'il est d'accord avec son fils ou pas. Dans tous les cas... Pourquoi lui faire un procès? Pourquoi on fait... Non, c'est pas le problème. Nous sommes dans un débat républicain. Oui. Il y a dans l'espace public les gens qui empêchent des réunions publiques de se tenir, mais il y en a qu'on laisse organiser leurs réunions, les franquistes notamment. Donc du coup, on doit s'interroger sur ces intentions. C'est notre droit. Qu'on ne nous muselle pas, laissez-moi parler, c'est moi qui assume les choses. Allez-y. Donc, c'est l'occasion pour moi de revenir à ça. Pourquoi les gens veulent toujours... C'est vrai que j'ai confiance à ce que le président avait dit, que nous sommes en république, en démocratie. Par conséquent, l'idée même de laisser un dauphin n'a pas de place. J'espère qu'il a encore le contrôle de ce qui se passe. J'ai lu la tribune excusez-moi, ça nous interpelle. Parce que quelqu'un qui dit, des gens qui disent que le Conseil national, le Conseil de transition, qui dit qu'ils sont Conseil militaire de transition, oui, qui assument l'héritage du président Déby, du maréchal Déby, et qui disent qu'ils sont là pour la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Mais ils bafouent l'ordre républicain, comme tous bafouent l'ordre républicain. Donc, j'espère qu'au Cameroun, on va respecter l'ordre républicain. Ouais. Et ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, c'est que les gens qui laissent
distiller dans l'opinion l'idée que Franck Biya devrait succéder à son père, vont aussi utiliser ces éléments-là. Je vous dis, dans quelques jours, vous allez voir qu'il faut que le président Franck Biya, ça va amplifier même, que comme le fils général a pris la place de son père, il faut aussi qu'au Cameroun, mais s'ils comprennent que, en fait, ils sont en train d'entretenir une guerre qui ne va pas se lasser. Les gens du conseil, les gens de la FACS, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, vous croyez qu'ils vont se laisser faire cette alimentation? Ils vont arriver non, ils vont arriver en Djamena? Je ne sais pas où ils vont arriver, mais tant qu'il n'y a pas de conditions claires d'organisation du pouvoir, d'équité dans l'accès aux fonctions suprêmes. Mais le CMT dit qu'il est là pour 18 mois. On n'a pas besoin de savoir ce qu'ils disent. Ils ont violé déjà toute la Constitution. Ouais. Du coup, tout ce qu'ils vont dire après, ils sont hors jeu. Et c'est ici qu'on va donc voir le rôle de la communauté internationale, le rôle de l'Union africaine, le rôle de la France, des présidents qui sont, d'abord les présidents qui sont autour. La sous-région. Dans la sous-région, on va d'abord demander à Paul Biya qu'est-ce que vous pensez de ça, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Il va donner son point de vue par rapport à cela. Bon, alors, il a déjà quand même envoyé des messages de condoléances. Ça veut dire qu'il a déjà légitimé l'illégalité. Non, mais c'est un message de condoléances. Le président de la République... Au peuple tchadien. Non, le peuple tchadien a perdu son leader. Laissez-moi parler. Oui, non. Non, ne imposez pas ce que vous voyez. Non, je vois autre chose. Laissez-moi dire ce que je vois. Oui, vous voyez quoi? Ce que je vois, c'est que le président de la République a adressé une correspondance au fils, au type qui est en place maintenant. Il n'est pas légal. Il est là parce qu'ils ont pris de force le pouvoir. Oui. Et il a légitimé, par son acte, il a légitimé un coup d'État. Et j'assume ce que je dis parce que c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, tout ce qu'ils vont faire après, on se dit la magouille. En réalité, je les comprends aussi. Je les comprends parce que c'est une région compliquée. On ne sait pas qui est impliqué dans le coup ou pas. Donc du coup, ils sont en train d'organiser pour que ça ne vole pas en éclat. Oui. Donc parce qu'en réalité, il y a des intérêts compliqués. N'oubliez pas que j'ai dit au départ que... Voilà, j'allais justement dire, vous avez dit que le Tchad, c'est du Cameroun. Oui, l'amitié n'est pas dans la légalité, dans l'illégalité. Donc il n'y a pas l'amitié dans l'illégalité. Oui. Ce que le président devait faire, il devait agresser ses condoléances au peuple tchadien. Bon, on va me dire, mais il devait quand même agresser à quelqu'un. Ça, c'est dans les situations qui il devait quand même... Il adresse à quelqu'un. Alain, c'est ce qui tue ce pays. Ces pays d'Afrique centrale qui tuent l'Afrique. C'est-à-dire que l'effort permanent néocolonialiste, c'est pour nous amener toujours dans le fait accompli. Okay. Ça, nous sommes en train d'entrer dans le fait accompli. Et quand il y aura des conséquences, quand les rebelles vont dire qu'on ne veut pas négocier, on va leur dire non, vous êtes aller. On a déjà institué des mécanismes psychologiques d'abrutissement, de violence sur le peuple. Ces gens qui revendiquent, on va vous dire que non, vous encouragez les coups d'État. Bien sûr qu'on n'encourage pas les coups d'État. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ces coups d'État? Vous croyez que le Cameroun est à l'abri de ce qui se passe au Tchad? Vous allez dire non, le Cameroun est trop fort, il y a beaucoup de généraux qui s'empiffrent très bien et donc nous sommes en sécurité. Non. Les frustrations, je prends en témoin ce que les évêques ont dit tout à l'heure. Il y a une corruption systématique généralisée. La morale publique a foutu le camp. Et on le sait. On va dire qu'il y a l'opération épervée, mais tout ça, c'est des magouilles. Tout cet ensemble de mécanismes pour perpétuer des frustrations, pour perpétuer la misère, pour perpétuer la violence sur les populations. Et on en arrive donc à ce genre de rébellion. Voilà, merci. Fondamentalement. Samuel Ngamo, il a dit la Constitution a été mise en berne au Tchad. Voilà, parce que l'article 81 de la Constitution du 20 décembre 2020 en matière de vacances, la présidence dit ceci: en cas de vacances de la présidence de la République pour cause quel que soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême, saisi par le gouvernement et statuant en la majorité absolue de ses membres, les attributions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 85, 88, 95 et 96, sont provisoirement exercés par le président de l'Assemblée nationale et en cas d'empêchement de ce dernier par le premier vice-président. De nouvelles élections sont organisées 45 jours au moins et 90 jours au plus. On voit une émission qui est interrompue au niveau de l'antenne Télé Tchad. Les militaires apparaissent et on annonce que le CMT a décidé de placer Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du Tchad en remplacement de son père.
Oui, Serge Alain. Constitution dissoute, l'Assemblée nationale, tout a été mis en berne. Oui, j'observe qu'il y a 2 événements majeurs Oui. au Tchad cette journée, cette triste journée. Malheureusement, on est plus intéressé par le décès Oui. d'un individu, fut-il le chef de l'État, Qu'à l'avenir du Tchad. qu'à l'avenir du Tchad. Parce qu'en réalité, le second événement, il y a eu coup d'État au Tchad. C'est que rien ne justifie. Il y a eu assassinat ou bien décès. Parce que jusqu'alors, Vous êtes plus lent avec les mots. Hein. le communiqué officiel nous annonce Qu'il est décédé des suites des des blessures. blessures. Au front. Mais de plus en plus, ma petite intelligence ne me permet pas de croire à cette version. Oui. Un chef de guerre, en pareille situation, ne se trouve pas en première ligne. Donc je ne me vois pas. On évoque souvent Il était un homme extrêmement courageux. Oui, on évoque souvent la dernière incrustation de Boko Haram. On a vu le président Déby au front. Il a repoussé Boko Haram. Oui, Oui. mais il ne se met pas en première ligne. On ne peut pas mettre un chef de l'État pour le constituer comme pare-balles contre les soldats. Donc je suis très sceptique par rapport à cette version officielle. Mais je suis intéressé beaucoup plus par le coup d'État militaire. Parce que rien ne justifiait la suspension de la Constitution. Et si ce n'était pas le fils d'Idriss Déby qui était nommé, ça vous dérangerait? Ça me dérangerait toujours. Ah, ça vous dérangerait toujours? Il n'est pas question qu'on nomme un chef de l'État. Oui. Que le pouvoir revienne au peuple. Oui. Qu'on applique les dispositions de la Constitution. L'article 81. Qui prévoit que l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, je vois il y a le scénario qui va se passer. Le fils chef d'État, il a 37 ans. La Constitution tchadienne prévoit qu'on ne peut pas être chef d'État à moins de 40 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont mis un premier cap à 18 mois. C'est tant qu'il ait 40 ans, c'est ça? 18 mois après, on va encore prolonger. Oui. Comme d'habitude, le Conseil va se dire qu'on n'a pas encore tout normalisé, parce qu'il vient souvent normaliser les normalisations. Et on va encore prolonger le temps qu'il ait 40 ans. Et lorsqu'il aura 40 ans maintenant, toute la machine va s'organiser pour l'organisation de ce qu'on va encore appeler les élections. Et on va le porter à la tête de l'État. Et justement, voilà le scénario qui plombe l'Afrique. Parce que c'est bon d'avoir du sang neuf au sommet de l'État. L'Afrique francophone, ouais. C'est bon d'avoir du sang neuf au sommet de l'État, mais pas dans ces conditions. Parce que lorsqu'on parachute le fils à papa, ce qui veut dire qu'il doit gérer les actifs et surtout les passifs de son père. Il est jeune. Je n'ai rien contre les jeunes. Il a pris un premier acte déjà, il a nommé les membres du CNT. Il a nommé les membres du CNT, oui. Il est déjà au boulot, là. On dit que c'est lui qui a nommé. J'en sais aussi parce qu'on le dit. Mais il est déjà au boulot quand même, Mamat. Il est au boulot, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment lui qui est au boulot? Les jours qui viennent vont nous éclairer davantage. Et nous allons comprendre progressivement ce qui s'est effectivement passé au Tchad. Mais ma petite intelligence me fait comprendre qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu assassinat du chef de l'État. Okay. Et cela se confirme par le coup d'État qui s'est directement mis en place. Oui. Et donc, vous voyez un scénario, ça vous rappelle la RDC? La RDC avec Kabila Père et Kabila Fils. C'est la même chose. Ça me rappelle. Parce que le fils ne peut pas être... Bon, je crois que les jours qui viennent vont nous éclairer davantage. Nous allons comprendre effectivement, si un jour on peut comprendre, parce qu'en réalité, dans quelques jours, on va nous dire que les secrets d'État ne permettent pas qu'on avance en profondeur dans ce dossier. Mais je dis, l'élément triste pour moi aujourd'hui, c'est le coup d'État militaire. Abdoulaye Ado, cette situation au Tchad, vous voyez, l'homme qui est parti ou bien ce qui se dessine depuis qu'on a annoncé sa mort? Bon, d'abord, le fils,
Pour vous, le fait que le fils remplace son père vous dérange aussi? Bien, le fait que ce soit les militaires qui est tout mis à plat, constitution, tout. Je dis d'abord ceci. Quand on est africain, on attend au moins qu'on enterre quelqu'un pour commencer les procès en sorcellerie. Je crois que les Africains, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Maintenant, pour moi, je suis contre tous ceux qui pensent que le fait d'être fils d'un chef d'État vous exclut de pouvoir postuler au pouvoir si c'est dans un cadre démocratique. Oui. Pour moi, il n'y a pas de délit de patronymie. Oui. Le Tchad, qui est un grand pays en Afrique centrale, qui a soutenu non seulement le Cameroun, mais l'Afrique entière dans la lutte contre le terrorisme. Ah oui. Je crois que c'est un peuple, voilà, qui mérite du respect. La Constitution, pour ceux qui lisent généralement, on vous donne les pouvoirs de la Constitution en temps normal. Mais également dans la Constitution, en situation exceptionnelle, il faut également lire et voir ce qui est prévu. Je dois être clair. C'était prévu que les militaires devaient faire cette de pouvoir, non, toute prise de pouvoir par coup d'État, par les armes, pour moi, ça ne se justifie pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale du Tchad, dans un pays qui est en guerre, où le maréchal du Tchad lui-même, qui a l'habitude de conduire ses soldats au front, les troupes au front, parce que lui, il va toujours au front, il mène les stratégies avec ses collaborateurs et son armée. Est-ce que dans ces circonstances-là, un civil qui est à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est les meilleurs moments de prise de pouvoir par ce civil-là? Si déjà les militaires eux-mêmes, le maréchal lui-même, dans ces combats-là, ce maréchal est tombé. Et quand on suit la déclaration de ces rebelles, ils disent qu'ils vont marcher sur N'Djamena. Oui. Est-ce que à partir de ce moment-là, la transition qui est en train de vouloir être organisée par les militaires n'est pas sur le plan stratégique plus pertinent que d'amener quelqu'un qui peut ne pas savoir quoi et comment décider? Donc que les Tchadiens s'interrogent. Okay. Donc de mon point de vue, moi je crois que ce décès arrivé dans des circonstances inhabituelles où le Tchad est fragile et où aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment le Tchad, doivent certes continuer à soutenir la légalité, même moi-même je suis pour, mais si on peut m'expliquer des circonstances exceptionnelles qui peut créer une législation exceptionnelle pour l'intérêt du Tchad, je prends. Merci. On est arrivé au terme, mais je permets quand même 30 secondes, on est arrivé au terme. Voilà. Pour lui, il justifie une situation exceptionnelle. Il fallait que les militaires protègent le Tchad. Ces jeux-là, vraiment, c'est ça qui nous amène dans les problèmes. Oui. Il y a une loi. Elle a été conçue par l'intérêt général parce qu'elle était capable. On a conçu une loi. En fait, ce n'est pas un homme qui fait la loi. C'est le problème que les Camerounais doivent savoir. Si nous sommes en République, la République impose que la loi, c'est l'émanation de la volonté générale. Ouais. Ce n'est pas un individu qui s'auto... C'est pourquoi il est mort pourquoi? C'est la question vraiment que je pose. Lui qui meurt là, il va dire à Dieu qu'il est mort pourquoi? Parce qu'il sauvait le pays. Quel pays? Son pays à lui ou bien le pays général? Parce que quand on me dit que le président de l'Assemblée nationale est incompétent vu la situation, mais pourquoi donc ça veut dire que la constitution n'a pas de sens? La question, ce n'est pas un procès en sorcellerie, c'est que les gens refusent vraiment d'adhérer aux principes élémentaires de la démocratie. Okay. Parce qu'ils veulent faire prévaloir des intérêts de sorciers.
Donc la dernière chose, c'est que ce que je veux dire, c'est que on ne dit pas que parce que tu es le fils du président de la République, tu dois montrer tes preuves. Tu ne dois pas être comme un minable propulsé comme ça. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je dis que ce n'est pas n'importe qui, parce que si tu es le fils de tel, tu dois seulement être là. Vous croyez que tous les autres n'ont pas besoin de cela? Non, pas tous les Camerounais, l'affaire que vous voyez qui se dessine au Tchad là, quand les choses vont empirer, quand la situation va aussi arriver au Cameroun, je vous dis, on va nous dire que non, comme le président était trop malade, donc on n'a pas le choix. Parce qu'en réalité, ce qui se joue, c'est la préservation des acquis d'un groupuscule mafieux qui est en train de détruire le pays. Et c'est dans tous les pays d'Afrique centrale d'expression française. Merci, Dr Nkei. 30 secondes. 30 secondes. Oui, pour terminer. Que le droit soit respecté, que la force revienne à l'égalité et que les militaires, aussi bons qu'ils soient, regagnent les casernes, laissent les civils diriger le Tchad et que l'exemple du Tchad soit suivi par... Il dit qu'il y a le FACT qui est en train d'arriver, c'est une N'Djamena. Hein. Oui, il dit qu'il faut mettre un militaire pour freiner l'arrivée de FACT. Non. C'est qu'Abdoulaye Ado... Il n'y a pas que les militaires pour penser la guerre. Oui. Ils sont là pour faire la guerre. Mais qu'on laisse le président de l'Assemblée nationale, qui est un homme politique et qui a longtemps travaillé avec le gouvernement en place, il sera entouré des deux gouvernements, de ses ministres et un ministre de la Défense. Et ils vont organiser des structures de telle manière que les soldats aillent combattre les rebelles qui arrivent. Que la force revienne à la légalité. Voilà. Merci Samuel Ngamo, merci Abdoulaye Ado. Merci Serge. Vous avez tiré, un peu difficile, à 18h, vous avez cassé le soumaï, c'est ce qu'on dit? Oui. En tout cas, pour vos téléspectateurs, on est prêt à tous les sacrifices. Voilà. Okay. Merci. Merci, Dr Nkei. Oui, du coup, moi j'ai besoin de l'eau. Hein, parce que... Il y a de l'eau en bas. Merci. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. La deuxième à Yaoundé, la troisième c'est pour demain dès 19h. Bonsoir, Mundou.